Salut les poissons volants. Aujourd'hui, expérience très aérienne qu'on propose à notre cobaye. Gustave, est-ce que ça te dirait de piloter un avion de chasse ? Ah, merveilleux. Mais ce que Gustave ne sait pas encore, c'est qu'on va provoquer une panne sur son avion pour l'obliger à s'éjecter en vol, quoi. Si je puis me permettre, ce n'est pas très sympa de votre part. Alors, vous l'avez sûrement vu dans le titre, la personne que vous venez d'entendre est un invité de marque, Pierre-Henri Chuet, ancien pilote de chasse et instructeur sur Rafale et Super Étendard. Merci d'avoir répondu présent. Je te laisse te présenter en quelques mots. Salutations. Alors moi c'est AT, c'était mon nom de guerre dans l'aéronaval, dans la marine nationale. Donc oui, j'étais marin. Alors maintenant je suis officiellement pilote de ligne, basé au Canada, mais j'ai une chaîne YouTube et j'essaye de partager l'expérience que j'ai acquise en tant qu'opérationnel en expliquant un petit peu des faits aéronautiques généralement liés à l'actualité. On reparle de sa chaîne à la fin de la vidéo. En attendant, Gustave sera sûrement content d'avoir les conseils d'un vrai pilote. Parce que c'est vrai qu'on en a marre, à chaque fois c'est moi qui lui dis quoi faire et en plus ça finit mal quoi. Et oui, parce qu'une éjection, ni vu ni connu, ça peut être bien plus brutal à vivre qu'il n'y paraît. Surtout qu'on va pas faire les choses à moitié. On va faire subir à Gustave le type d'éjection le plus violent, soit des éjections à vitesse supersonique. Vous croyez quand même pas qu'on allait l'éjecter à quelques centaines de km/h? Ça c'est mal nous connaître. Gustave va s'éjecter en volant plus vite que le son, soit à plus de 1224 km/h. Alors ça c'est extrêmement dangereux. Oui, et c'est précisément pour ça qu'on le fait quoi. Gustave est accro au danger. Tu sais, il adore l'adrénaline. Pas vrai mon gars? Non. Mais si, arrête de me contredire, tu aimes ça. Bien, on n'attend pas qu'il change d'avis et on découvre maintenant pourquoi cette éjection est si dangereuse. Est-ce que les conseils d'ailleurs de AT suffiront à sauver Gustave? Eh bien, sans plus attendre, sacrifions un Rafale à 70 millions d'euros, s'éjecter au-dessus de la vitesse du son, ça fait quoi? Bien, après une formation, putain, je vois rien du tout. Après une formation éclair en pilotage, on a jugé que Gustave avait le niveau suffisant pour crasher un avion. Mais avant de passer aux hostilités, AT, est-ce que tu as un conseil à donner peut-être à Gustave pour se préparer? Il faut faire du sport, et principalement deux types de sport, de l'endurance, pour avoir une bonne condition physique générale, et également de la musculation, de manière à pouvoir bien se gainer, bien maintenir le cou, bien maintenir les abdominaux, bien tenir la colonne vertébrale, c'est très important. Ouais, c'est vrai que les muscles, c'est un peu le deuxième squelette. Du coup, on va lui laisser un délai supplémentaire de 2 mois pour se renforcer un peu. Ouais, Gustave, entraîne-toi sérieusement, quoi, putain. Ça pourrait te sauver la vie. Bon, ça y est. On est le jour J, Gustave est en train de piloter son Rafale et sa condition physique est idéale. Et là, à ce qu'on vient d'entendre, il vient juste de dépasser le mur du son. Et c'est parfait, Gustave. Là, écoute, tu n'as plus qu'à t'éjecter, quoi, tout simplement. Allez. Comment ça, non? Désolé Chris, mais là, Gustave, il a raison. Dans la formation du pilote, on insiste énormément sur la responsabilité du commandant de bord. On n'abandonne pas l'avion n'importe comment. On ne veut pas qu'il s'écrase sur un village. Donc, Gustave va devoir rester aux commandes de l'aéronef jusqu'au dernier moment, essayer de redémarrer le moteur, essayer de trouver une solution. Si vraiment ce n'est pas possible, il va diriger l'avion vers une zone inhabitée et au dernier moment, il va pouvoir s'éjecter. Éjection. Parfait. Non mais putain, vous allez quand même pas m'obliger à balancer des poulets dans le réacteur de Gustave. Ok, bon vous me laissez pas le choix. Je suppose qu'on va lui donner une bonne raison de s'éjecter alors? Bon, si Gustave avait eu un avion de ligne, il aurait pu poser l'avion même sans moteur, car il aurait pu planer jusqu'à une piste ou jusqu'à un cours d'eau. Comme d'ailleurs par exemple le fameux pilote Sully qui a posé un A320 dans l'Hudson à New York. Et ce d'ailleurs malgré une panne des 2 moteurs après le décollage. Mais ça, c'est impossible avec un chasseur. Un chasseur, cela plane extrêmement mal à cause de la forme de ses ailes. Cela ressemble à un fer à repasser. Donc là, Gustave n'a aucune chance d'atterrir dans de bonnes conditions. Actuellement, il perd énormément d'altitude. Et du coup là, Gustave, on dirait que t'es un peu obligé de t'éjecter. Je dis ça, je dis rien. Quoi. Oui, alors ce coup-ci, il va falloir s'éjecter rapidement parce que l'avion de Gustave fonce à 1235 km/h vers le sol. Là, il n'est plus qu'à 3000 mètres d'altitude, alors ça peut sembler beaucoup, mais en fait, ça lui laisse moins de 9 secondes avant d'impacter le sol. Néanmoins, ça ne veut pas dire que Gustave a 9 secondes devant lui. À cause de son taux de chute, il lui reste en fait moins de 5 secondes pour actionner la poignée du siège éjectable pour s'échapper de l'avion. Et Gustave, éjecte-toi tout de suite!
Bon, voilà, il y a encore quelques secondes qui nous séparent du moment de l'éjection. Le temps que Gustave fasse le geste adéquat, à savoir tirer une poignée jaune et noire qui se trouve sous son siège. Alors juste une petite précision, il ne faut pas tirer la poignée n'importe comment. Il y a une méthode pour ce faire. On vient bien caler le dos, on vient bien caler le cou, la tête, de manière à avoir un bon alignement au niveau de la colonne vertébrale. On vient avec sa main accrocher comme ça son avant-bras, de manière à ce qu'au moment de l'éjection, eh bien le vent ne vous arrache pas les bras dans tous les sens. Et là, on va pouvoir tirer sur la poignée d'éjection. Je précise quand même, la poignée d'éjection, il faut y aller, il faut tirer avec plusieurs dizaines de kilos pour qu'elle marche. Oui, c'est vrai qu'il faut une certaine pression. Et heureusement, hein. Sans ça, on risquerait de le déclencher involontairement. Mais malgré les précautions du constructeur, ça s'est quand même déjà produit. En France, en 2019, à bord d'un Rafale. Cocorico. C'était pendant un vol de découverte, un vol comme McFly et Carlito ont fait quoi. Sauf que le passager avait 64 ans. À un moment donné, l'avion a tangué et le monsieur a eu peur. Son premier réflexe a été de s'accrocher à la poignée entre ses jambes. Heureusement que ce n'était pas une éjection à 1235 km/h comme Gustave s'apprête à faire, parce qu'à 64 ans, ça se serait sûrement très mal fini. Par chance, le pilote n'a pas été éjecté et il a pu poser l'aéronef. En fait, des fois, les éjections sont synchronisées. Ça veut dire que si le passager s'éjecte, le pilote le sera aussi. Et par chance, là, ça n'a pas été le cas. Ce qui a quand même fait économiser un Rafale à plusieurs dizaines de millions d'euros, quoi. Donc bravo au pilote d'avoir attrapé la situation. En tout cas, Gustave vient d'actionner le mécanisme, lui, avec succès. Bien, les choses sérieuses viennent de commencer. Bon, le premier enjeu, c'est de virer la verrière au-dessus de la tête de Gustave. Ouais, parce que là, on n'est plus dans les années 40. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de verrière. Et si les pilotes voulaient s'éjecter, ils avaient qu'à sauter. Avec leur parachute, tout simplement. Alors bon, il y avait quelques ratés car ils se mangeaient parfois à la dérive. Vous savez, du coup, l'espèce d'aileron à l'arrière. Mais sur les avions modernes alors, comment est-ce qu'on la retire la verrière? Ça, du coup, ça dépend en fait des avions, vous voyez. Sur certains, comme les F-16, la verrière est éjectée d'un seul bloc par des fusées. Des petites fusées, hein, des fusounettes, quoi. Mais sur le Rafale de Gustave, ça se passe un peu différemment. La verrière se fragilise avec une explosion. Et ensuite, Gustave va passer à travers ce qu'il en reste. Il va casser une vitre avec sa tête? Eh bien non, car il a bien réglé son siège éjectable. Il va falloir laisser environ un point entre le casque et le sommet de la verrière, de manière à s'assurer que c'est le siège éjectable qui casse la verrière et non pas votre tête. Et c'est à ce moment-là que ça commence à pousser fort sous les fesses de Gustave. En fait, pour vous dire, il y a littéralement un canon sous son siège. Et le canon vient d'être mis à feu. Et c'est d'ailleurs souvent le pire moment pour le pilote, car il prend ce qu'on appelle du facteur de charge. En gros, il accélère tellement fort vers le haut qu'il a l'impression de peser plusieurs fois son poids. Et dans le cas général, c'est à peu près 15 fois son poids que le pilote ressent. Vous voyez, moi je pèse à peu près 75 kg. 75 x 15, ça fait... Tu pèserais 1125 kg. Oui, c'est vrai. On dit alors que le pilote encaisse 15 G. Un G étant une fois la gravité terrestre, vous voyez. Mais dans le cas de Gustave, ça va être plutôt du 18 à 20 G. Et ce pour une raison toute simple, son avion va à quasi 1300 km/h. Les sièges éjectables sont intelligents et bardés de capteurs. Fonction de votre vitesse, la propulsion, la force d'éjection va être différente, car plus vous allez vite, plus il va falloir s'éloigner de l'avion, s'éloigner de la dérive rapidement. Alors du coup, quel effet sur le corps de Gustave? L'accélération est en train de chasser son sang en direction de ses pieds. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'il fait du sport, parce que en contractant ses muscles, il peut un peu mieux retenir le sang dans le haut de son corps et éviter de perdre connaissance. Mais là, même avec une bonne condition physique, il va quand même avoir un petit blackout avec les 20 G. Et il n'y a pas que le sang de Gustave qui est secoué, il y a aussi son squelette, d'où l'intérêt d'être bien droit et bien gainé. C'est un peu comme une canette de soda. Vous pouvez tout à fait vous mettre debout dessus, elle va tenir tant que vous gardez bien votre poids au-dessus. Mais si vous bougez et que vous appliquez une force latérale, la structure cède. Votre colonne vertébrale, c'est pareil. Si elle reste droite, elle encaisse mieux la contrainte. Mais si en revanche elle est inclinée, là il y a un gros risque de casse. Mais même avec le dos droit, la colonne est comprimée. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains éjectés perdent quelques centimètres au niveau des disques intervertébraux. Ce qui est d'ailleurs toujours mieux qu'une fracture. Pour vous dire à quel point les éjections sont complexes, il y a encore un dernier truc qui se produit pendant le premier quart de seconde. En fait, il y a des sangles qui plaquent automatiquement les pieds et les mains de Gustave contre le siège. Il est ligoté et là encore, ça fonctionne avec un dispositif pyrotechnique. Bref, vous allez bientôt voir à quoi servent ces sangles. Une demi-seconde s'est écoulée depuis le début de la cinématique d'éjection et 2 fusées sont en train de s'allumer sous le cul de Gustave. Voilà, ou sous son siège, pour l'aider à prendre encore davantage de hauteur.
Ça sert à quoi de continuer de monter quand la dérive est évitée? Bah, la fusée sert surtout dans 2 cas de figure. Le premier, c'est quand le pilote s'éjecte à très basse altitude. En fait, il faut bien qu'il s'écarte du sol le temps que son parachute se déploie. Sinon, bah, ça fait un peu ça, quoi. Et le deuxième cas où la fusée est vraiment bienvenue, c'est dans le cas de Gustave, qui fonce vers le sol à une vitesse supersonique. Bon voilà, il a pris la décision de s'éjecter il y a maintenant à peu près 6 secondes, parce que vous voyez, comme je vous ai dit, il y a une latence, et Gustave n'est maintenant plus qu'à 900 mètres d'altitude. Il continue à foncer vers le sol à grande vitesse, et les fusées du siège servent justement à le tirer vers le haut, pour ralentir un peu sa chute. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre truc qui va ralentir sa chute brutalement. Son parachute? Alors, non, bah, c'est d'abord l'air ambiant, quoi. Et cet air ambiant a un effet très dévastateur quand on est lancé à plus de 900 km/h, voire même 1300 pour Gustave. Parce que dans le cas d'une éjection normale, le pire serait déjà passé. Là, le pilote a pris 15 ou 16 G au moment de sa sortie et il n'a plus qu'à se rétablir tranquillement. Mais quand on fait une éjection supersonique, le pire moment, c'est celui où le pilote est confronté à ce qu'on appelle le vent relatif. Eh bien oui, car vous voyez, si vous mettez votre main dehors par la fenêtre alors que vous êtes en voiture sur l'autoroute, c'est 100 fois pire pour Gustave. C'est de là que vient l'intérêt pour les fameux sangles qui vont vous permettre de maintenir les extrémités en place et éviter des fractures. Le problème, c'est que là, vu la vitesse excessive de Gustave, la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, c'est que les sangles ne vont pas suffire. Voilà, le casque et le groin de Gustave viennent d'être arrachés, et le groin, bah c'est pas que c'est un porc, c'est juste le truc qui permet de respirer dans l'avion. Bah, ils l'ont appelé comme ça, quoi. En tout cas, ces accessoires ont été soufflés par le vent relatif supersonique. Et pour vous dire la violence du truc, même sa montre a été arrachée. Heureusement, un petit parachute stabilisateur s'est déployé pour éviter à Gustave de tourner sur lui-même. Son corps est quand même maltraité. À cause de ce vent relatif, vous allez avoir les épaules qui vont être tirées vers l'arrière, peut-être même déboîtées, les pectoraux, les muscles très abîmés, les jambes vont vouloir s'enrouler sur elles-mêmes. C'est pas une situation d'avenir. Ses os sont en miettes et ses muscles en charpie, sans compter les effets de la décélération sur son système vasculaire. Bon, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait à peu près 18 à 20 G lors de sa sortie. Eh bien, cette fois, Gustave vient de bouffer une 50aine de G. Et ceci parce que Gustave vient de décélérer très rapidement à cause de l'air. Et l'humain n'est pas censé y survivre. 50 G, c'est quand même bien hardcore. Normalement, la limite maximale qu'un corps peut supporter, c'est à peu près 20 G. Et c'est pour ça que du coup, là, Gustave est inconscient. Et on doit donc attendre l'atterrissage pour voir si, par miracle, il a survécu au choc et aussi s'il a survécu à son hémorragie. Parce que bon, j'ai oublié de vous le dire, mais il s'est ouvert la jambe contre son siège. Mais en attendant qu'il tombe, on peut déjà voir que son visage a doublé de volume à cause de tous les vaisseaux sanguins pétés. Voilà, Gustave est une sorte d'hématome géant. Ses lèvres sont énormes, ses yeux noirs, gorgés de sang. Et même l'uniforme de Gustave est en partie déchiré. Et bien voilà, ça fait à peu près 1 seconde et demie que Gustave est sorti de ce petit truc là, et son parachute vient tout juste de s'ouvrir, grâce à un énième système pyrotechnique. Et du coup, miracle, Gustave vient de reprendre connaissance et ouvrir les yeux. Là, il n'est plus qu'à 450 mètres du sol, et il lui reste pas beaucoup de place pour ralentir s'il veut pas s'écraser comme une crêpe. Et juste après le déploiement du parachute, le siège vient lui aussi de se détacher de Gustave. Et là, je vous laisse deviner évidemment comment, quoi. Grâce à un système pyrotechnique? C'est exact. Ça pétarade dans tous les sens. Et là, Gustave n'a plus qu'à penser à son atterrissage. Alors ce n'est pas simple parce que là, il s'agit de voiles hémisphériques. Nous ne sommes pas sur des parachutes sportifs que l'on peut facilement décaler, faire tourner à gauche, à droite ou avec lesquels on va pouvoir freiner. Là, c'est du parachute rond qui trouve son utilité dans la décélération qui est très importante et nécessaire pour notre survie, mais qui montre ses faiblesses au moment du poser où l'impact risque de nous faire mal aux genoux. Bref, voilà pourquoi Gustave va se manger le sol à plutôt grande vitesse. En supplément, bien sûr, de tout ce qu'il a vécu, quoi. Bon, bah du coup, effectivement, voilà, Gustave est au sol en PLS. Allez, Gustave, fais un dernier petit effort. Et puis détache-moi ce parachute avec le bras qui te reste, quoi. Histoire de pas te faire traîner sur plusieurs dizaines de mètres à cause du parachute qui continue, quoi. Eh bien, waouh, Gustave a quand même survécu et c'est vraiment un miracle. Bon, le déroulement de son éjection est inspiré de l'histoire d'un certain Brian Udell, qui est un pilote américain qui s'est éjecté exactement à la même vitesse et la même altitude que Gustave. Mais c'était encore pire d'ailleurs pour Udell puisqu'il s'est éjecté de nuit et au-dessus de l'océan Atlantique. Un jour de tempête pour ne rien rajouter, quoi. Et je vous raconte pas la galère que c'était pour éviter qu'il se noie dans l'état où il était. Mais il a survécu, contrairement à son navigateur qui est mort sur le coup, à cause du vent relatif. Car oui, il volait à deux et le navigateur a été éjecté en premier. Du coup, il a pris encore
plus cher qu'Udel. Même si Gustave est sur la terre ferme, il n'est pas dans une situation d'avenir. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'est éjecté en territoire ennemi et il n'y a personne pour venir le récupérer à cet endroit. Bah écoute, on te laisse te débrouiller Gustave. Là, c'est une autre histoire, mais bonne chance pour échapper à la mort ou à l'emprisonnement. Bon, en tout cas, on se rappelle, t'as mon numéro. T'es dégueulasse! En tout cas, même si Gustave a éprouvé leurs limites, les sièges éjectables sont un petit bijou de technologie. Et l'entreprise qui les a inventés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Martin Baker, peut se vanter d'avoir déjà évité la mort de 7661 personnes. Et ils ont aussi permis la naissance de beaucoup d'enfants, tous ceux qui, comme notre invité, sont nés après l'éjection d'un parent. Pour la petite histoire, mon père était pilote de Mirage 3R et il fait partie de ces 7661 personnes sauvées. Donc sans ces sièges, je ne serais pas là car c'était bien avant ma naissance. Ok, et toi du coup tu t'es jamais éjecté toi-même? Non, je me suis jamais éjecté, mais je suis pas passé loin une fois. Il y a eu un alignement de phénomènes et je me suis retrouvé avec moins de 30 secondes de pétrole dans mon super étendard. C'était assez chaud, j'avais pas de quoi remettre les gaz. Donc si j'arrivais pas à me poser, j'aurais dû m'éjecter avec mon avion qui serait tombé dans la Méditerranée. Eh bien si vous voulez avoir ça, ça se passe sur sa chaîne YouTube. La vidéo est vraiment excellente, donc n'hésitez pas à aller checker. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir un spécialiste parmi nous. Merci encore pour ton expertise et nous on se dit à très bientôt la Poiscaille. Eh ben merci beaucoup, félicitations à Gustave et à très bientôt et comme on dit dans l'aérien, fly safe.